Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Hopcast, le podcast qui vous invite à mettre le sport santé au service de votre vie après 40 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nadine Krebs-Pontioni, tu me diras si j'ai prononcé faux. C'est parfait Thomas, je te remercie. Qui est infirmière spécialisée, aussi sophrologue et fondatrice du cabinet à la rencontre de soi à Arc-en-Ciel. Oui. Nadine, bienvenue sur le Hopcast. Merci Thomas de m'avoir invité à ce Hopcast. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de venir participer. Donc, je suis à la base infirmière en soins intensifs, pédiatriques et adultes. Okay. Depuis toujours, je m'intéresse à la formation, je m'intéresse aux médecines intégratives. Et dans ce contexte, eh bien, ça fait 20 ans que je suis formatrice, donc plusieurs années à la Haute École de Santé, à Fribourg, et également dans les milieux associatifs tels que l'accueil familial de jour. Voilà. Alors, cet intérêt pour les médecines intégratives m'a amené à me former en tant que sophrologue caïcédienne et également danse-thérapeute, danseuse de lettres. J'ai ensuite créé le cabinet à la rencontre de soi à Arc-en-Ciel. Depuis combien de temps que tu as ton propre cabinet? Depuis 2015. 2015, voilà. Ouais. J'ai commencé avec la sophrologie et là je poursuis avec la danse de lettres. Ouais. Et tu partages ton temps entre infirmière et à ton compte? Alors, je partage mon temps surtout dans la formation. Je ne suis plus sur le terrain actuellement, je donne principalement des cours et je pratique des consultations individuelles de sophrologie caïcédienne, de danse-thérapie, tout comme des activités en groupe. Voilà. Donc ça, c'est mes deux activités, on va dire, principales. Top. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Parce que l'idée, c'est qu'on parle de la sophrologie, que ça peut apporter aussi à chacun, à chacune, et aussi comment on arriverait peut-être à le mettre en lien avec le sport santé. On va parler aussi de la danse-thérapie, ce que ça peut amener pour les personnes. Donc déjà, pour commencer par la sophrologie, mais finalement, quelle est ta propre définition de la sophrologie ou comment toi, tu vis la chose avec la sophrologie? Alors, ma propre définition, je ne peux pas m'attribuer la méthode, donc je vais donner celle du professeur Caicedo et ensuite je vais partager quelques exemples cliniques. Donc le professeur Caicedo, c'est un médecin psychiatre qui a créé la sophrologie dans les années 60. Il l'a définie comme l'étude de la conscience et des valeurs de l'existence par des procédés qui lui sont propres et originaux. L'objectif de la sophrologie, elle en a plusieurs, mais notamment d'approcher la respiration, puisque la respiration, j'y reviendrai plus tard, c'est notre premier outil de relaxation. Elle favorise également, elle permet le développement de capacités propres à chacun, à chacune. Et puis, elle travaille beaucoup la question des valeurs. Elle approche la question des valeurs. La sophrologie, c'est un entraînement du corps et de l'esprit pour avoir une conscience sereine, pour être bien sûr plus en lien avec soi. Elle est très importante dans le contexte du stress, justement. Elle n'agit pas seulement sur la tension détente, elle travaille sur la cause, sur les signes, mais aussi sur les comportements en situation de stress, puisqu'elle aborde la composante existentielle du stress, c'est-à-dire les valeurs, qu'est-ce qui nous met en stress, en situation de stress, et comment on peut redevenir finalement sujet de notre existence et puis pas objet des circonstances. Alors, la sophrologie, elle est très intéressante dans notre société finalement où tout va vite et trop vite, voilà, et où les gens, ils n'ont plus le temps de se poser, ils n'ont plus le temps de s'arrêter une heure. Et en ce sens, je trouve que sa singularité s'inscrit dans ce contexte. Je m'explique. Dans mes consultations individuelles, moi, je donne des exercices courts. En fait, en fonction de ce que les gens me disent, en fonction de leur situation, je vais choisir des outils, des exercices qui vont pratiquer en toute situation. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on est dans une société mobile. Donc, parfois, ce que je fais aussi, j'enregistre des techniques plus longues sur le téléphone portable et les gens peuvent les écouter dans les transports publics ou dans leur lieu, à la pause, par exemple. Ils peuvent pratiquer la sophrologie. La sophrologie, elle est intéressante aussi dans une société qui évolue beaucoup. Pourquoi? Parce que l'être humain est sans cesse en train de développer des capacités, en train de devoir atteindre des objectifs. Donc, on va pouvoir, là aussi,
travailler avec l'individu dans tous les domaines. Tu parles du sport, on va pouvoir développer des capacités très spécifiques de type récupération ou atteinte d'objectifs. Voilà, toi tu es le spécialiste de ça. Et donc on va, si tu veux, programmer notre mental à atteindre des objectifs. Mais c'est dans tous les milieux de vie, dans toutes les situations de vie. Et la sophrologie, dans sa singularité, elle est aussi intéressante puisque on peut intervenir avec les enfants, je dirais, moi je pense 6 ans plutôt, jusqu'au grand âge. Et je te donnerai quelques exemples d'interventions spécifiques dans ces contextes. Voilà, donc c'est vrai que c'est un outil qui... alors, c'est une chose importante aussi à dire. La sophrologie, elle remet les gens devant la responsabilité de leur santé. Tu vois, c'est pas comme si on fait un massage, alors c'est clair, on va déjà prendre rendez-vous, on va se mettre en chemin vers nous-mêmes, mais on va faire notre massage, on va rentrer, on va ressentir les bienfaits. La sophrologie, c'est comme un instrument de musique. C'est la pratique qui crée le changement. Alors, pourquoi il y a ce téléphone portable? On enregistre dessus, ça permet de pratiquer. Moi, je donne aussi un carnet, j'écris les exercices dedans. Comme ça, les gens, s'ils ne se souviennent plus, ils peuvent y revenir dans un deuxième temps. Donc, voilà un petit peu ce que je peux te dire par rapport à cette sophrologie. Et justement, cette société qui avance si vite, c'est le développement de capacités. Donc, de capacités pour atteindre les objectifs. Et on est toujours vraiment, on avance finalement avec la société. Et la sophrologie, elle est praticable en tout contexte, en tout moment. Quand tu fais une consultation avec quelqu'un, il y a une part, je pense, de dialogue aussi, une part finalement de coaching aussi, un peu. Et après, tu livres des outils pour, en fonction des situations, que ça les aide. Et idéalement, que ça ne prenne pas forcément toute une journée à les faire. Exactement, exactement. Dans les consultations individuelles de sophrologie, donc moi je suis infirmière à la base, donc je vais faire une anamnèse voilà, de type infirmière, ça veut dire assez poussée. Cependant, je reste à ma place, je ne suis pas médecin, donc quand j'observe voilà, des situations qui me semblent voilà, ne pas correspondre, pour lesquelles la sophrologie ne peut pas répondre, évidemment que j'envoie chez le médecin. Donc il y a une anamnèse, et puis ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que la conscience, elle est universelle, mais les contenus de conscience, ils sont individuels. Donc, fonction de ce que la personne me dit, moi je dis toujours, pour rire, que la sophrologue, c'est un peu comme un garagiste. Quand tu amènes ta voiture, si c'est le pneu, c'est tel outil, et puis si c'est le moteur, c'est un autre outil. Alors effectivement, je dis à mes clients, voilà, en fonction de ce que vous allez me dire aussi, moi je vais choisir plutôt tel exercice ou tel autre exercice. Et puis, une chose importante qui à mes yeux est importante, c'est que dans la sophrologie, on est vraiment dans une attitude de bienveillance à l'égard de soi-même. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas se forcer à faire quelque chose qui ne nous convient pas. Donc, je dis toujours, voilà, si un exercice ne vous convient pas, dites-moi, je le réajuste, on en choisit un autre, j'en ai tout plein. Et le but, c'est que vous puissiez vous sentir mieux. Et le but, c'est que vous preniez votre envol, parce que c'est vraiment pas, voilà, c'est... Plus vite la personne peut s'envoler, ça veut dire qu'on a atteint les objectifs. Voilà. Et c'est la personne qui dicte le rythme des consultations, c'est pas moi. Parce que c'est à elle de sentir, une fois qu'elle a pratiqué, est-ce qu'elle a besoin de revenir maintenant ou est-ce que c'est OK? Donc ça, c'est très important parce que la conscience se dévoile à un rythme qui est propre à chacun, chacune, et donc on ne peut pas forcer. Pour moi, dans mon éthique, on ne peut pas imposer. Donc je respecte fondamentalement l'être qui est en face de moi, et ça, c'est quelque chose d'important. Voilà, c'est rarement productif, je pense. Si on force une personne à des choses qui viennent de soi, c'est souvent ce qui a le plus chance de succès. On va exactement. On définit comme on veut le succès. Oui. C'est ça. Et après, quels outils très finalement pratiques, tu pourrais nous donner un peu des exemples de qu'est-ce que tu donnes par exemple comme outil? Tout à fait. Alors, dans les axes de la sophrologie, on a les exercices de respiration. La respiration, on le sait, c'est notre premier outil de relaxation. On l'a toujours avec nous. Donc, on peut l'utiliser à nouveau, je le redis, en tout contexte. On le sait, mais on l'oublie des fois. Mais on l'oublie, exactement. C'est tellement inconscient de base que... On est tellement habitué à respirer comme ça spontanément qu'on oublie qu'on peut justement
redevenir vraiment sujet de notre respiration, être à l'écoute. Hein. Et une respiration qui est extrêmement importante, c'est la respiration dite abdominale, même si quand on respire, on va respirer au niveau du ventre, du thorax, enfin voilà. Mais la respiration abdominale, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle va mettre en jeu le système nerveux dit parasympathique, qui est le système nerveux de la détente. Qu'est-ce qu'elle va permettre, cette respiration abdominale? Elle va permettre une baisse de la fréquence respiratoire, une oxygénation du cerveau qui est meilleure, de la concentration, une baisse de la fréquence cardiaque. Et puis, elle intervient aussi dans l'amélioration des troubles digestifs. Moi, je pense que plus de 95% des clients qui viennent au cabinet, ils ont une respiration dite thoracique. Ça veut dire qu'ils ont bloqué les mouvements du diaphragme qui, quand on inspire, le diaphragme descend, va masser les organes abdominaux. Quand on expire, il remonte et il vide le poumon. Enfin, c'est très, très basiquement présenté. Et donc, cette respiration abdominale, le plus souvent, elle est impactée par le stress. Et notamment, soit le stress aigu, ou soit le stress chronique qui a une durée, on dit, de plus de 3 mois. Donc, on a une approche respiratoire, on a une approche aussi, ça pourrait être, je cite un exemple, peut-être juste une note, je voulais dire que tous les exemples que je donne, hommes ou femmes, mais s'adressent aussi à toutes les identités de genre. Pour moi, c'est important que voilà, tout le monde soit inclus aussi. Voilà. Donc, un des exemples que je voulais citer, c'est une femme de 45 ans, active dans la vie professionnelle, maman, qui se met à pratiquer la sophrologie pour, on va dire, prévenir les états d'épuisement type burn-out professionnel, mais aussi burn-out parental. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer? Donc, des exercices de respiration, des exercices de relaxation musculaire. C'est vrai qu'on a beaucoup dans le monde professionnel de sédentarité liée à l'informatique, donc des tensions au niveau scapulaire, au niveau bas du dos, donc avec des douleurs type lombalgie. Quand on travaille la relaxation musculaire, on va lever ces tensions, on va lever les douleurs. Hein. Donc ça, c'est un exemple. On peut travailler avec cette mère de famille et professionnelle, par exemple, des exercices de relaxation dynamique. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre de se mettre en lien avec les ressentis corporels. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si cette femme ressent plus son corps, ressent plus si vous voulez, ses émotions, ses tensions, en fait, sa vie intérieure, elle va avoir aussi plus conscience des limites de son corps. Et donc, va être plus à même d'y répondre. Et en ce sens, la sophrologie peut aussi avoir une approche très préventive dans le contexte du burn-out, comme elle peut avoir une approche thérapeutique également. Avec cette mère de famille, on pourrait aussi proposer des exercices qu'elle peut pratiquer avec ses enfants. Voilà. Et les enfants sont très réceptifs. Moi, je peux m'adapter. Bien sûr, pas tous. Hein. Évidemment, ils ont une capacité concentrative qui est inférieure. On ne mettrait pas des enregistrements de 30 minutes, hein, c'est clair. Ou de 20 minutes ou de 15 minutes. Mais voilà ce qu'on peut proposer. On pourrait aussi travailler sur les valeurs, mais j'y reviens plus tard. Un autre exemple qui est intéressant par rapport à cette société et par rapport au stress, c'est le trouble du sommeil. Un grand classique. Et là aussi, qu'est-ce qu'on peut proposer? On peut proposer, donc là, ça peut être par exemple un homme qui, dans la soixantaine, perd sa santé physique et commence à présenter des troubles du sommeil liés à la peur, voilà, de l'avenir, etc. Donc, on peut travailler sur les difficultés d'endormissement, avec de la libération du négatif, des exercices de respiration, donc libération du négatif, les soucis liés à l'avenir, les peurs, etc. On peut travailler sur les réveils nocturnes. Donc là, on utilise la respiration associée à un mot positif, à une image ressourçante, une image qui apaise. La personne reste dans son lit, elle inspire un mot positif qui lui inspire justement la détente, le sommeil, elle expire, elle le renforce dans tout son corps et son esprit. Et ça, quand elle se réveille la nuit, elle va inspirer, expirer des images, des mots positifs, etc.
On peut aussi travailler sur les réveils difficiles. Ça veut dire beaucoup de fatigue au réveil. Donc là, on peut travailler en visualisation positive de la journée, en exercice de contraction, des contractions lents. Enfin, il y a plusieurs méthodes. Hein. Et puis, avec cet homme aussi, ça peut être aborder la question des valeurs. Qu'est-ce qui est important pour lui ici et maintenant? Je reviens aussi plus tard sur un exemple plus approfondi en lien avec les valeurs. Et si cet homme devrait se faire opérer, par exemple, on peut lui proposer une préparation à l'opération. Alors moi, j'ai eu l'occasion de préparer plusieurs opérations. Et c'est vrai que mon rôle d'infirmière est un immense avantage. En plus, en soins intensifs, ça me donne de bonnes clés pour aussi accompagner, même si c'est la personne qui me dit de quoi elle a besoin, c'est pas moi qui sais, en quelque sorte. Et donc, les préparations aux interventions chirurgicales, c'est aussi une possibilité. La sophrologie, elle est aussi intéressante dans les contextes de crise de vie. Ça peut être, par exemple, un homme qui décide de quitter son travail en entreprise pour se mettre à son compte. Alors, c'est là qu'intervient beaucoup la question des valeurs, parce que le professeur Caicedo l'a décrite dans sa définition comme principe positif qui guide et oriente l'existence. Alors, c'est clair que lui, il est parti du principe qu'on devait, en sophrologie, corporaliser les valeurs, c'est-à-dire les ressentir dans son corps, les faire exister dans son corps avec les techniques, bien sûr, de pratique, pour qu'elles puissent exister dans notre quotidien et nous aider à faire des choix qui sont plus alignés avec qui on est. Alors, on reprend cet homme qui décide de se mettre en tant qu'indépendant. C'est peut-être de renforcer ses valeurs, qu'est-ce qu'il veut exprimer comme valeur maintenant dans sa vie. Et puis là aussi, peut-être un travail sur les capacités, de quoi il a besoin, capacité de s'exprimer en public, capacité à vendre un produit. Voilà, on va vraiment travailler sur des capacités spécifiques. Et puis, évidemment, comme toute période de transition, une approche sur la confiance, sur l'estime de soi aussi, qui peut être porteuse. Une autre situation, crise de vie, les deuils. Par exemple, la sophrologie est très intéressante puisqu'elle permet de travailler sur les débordements émotionnels. Elle permet de mettre le corps au repos quand il y a eu choc émotionnel. Et elle permet à nouveau de retravailler sur qu'est-ce qui est important ici et maintenant, de redonner de l'élan de vie. Maintenant, même si c'est clair, le deuil est un long chemin, on peut aussi travailler sur les différentes phases du deuil. Et là, évidemment qu'on va cheminer aussi avec le rythme de la personne. Sophrologie, il y a beaucoup d'interventions possibles. Tous les exemples que tu nous as cités, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de domaines et de champs d'application. Énormément, ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a une partie que tu peux travailler aussi un peu en prévention aussi, peut-être d'événements, éviter certains événements peut-être négatifs. Tout à fait. Mais après, aussi, quand on est dans ces événements-là, il y a des outils pour aider à s'en sortir. Et donc, toi, tu as plus des personnes finalement qui viennent à titre préventif finalement, ou bien qui malheureusement il y a déjà quelque chose de négatif qui s'est passé et qu'ensuite ils rebondissent en venant chez toi par exemple? C'est une excellente question, Thomas. Tu sais, Thomas, les gens se mettent en chemin, pardon. Pas quand tout va bien. Les gens se mettent en chemin quand il y a des événements de vie. Et c'est ce qui pousse la conscience aussi. C'est les événements qui dévoilent des fois la conscience, dans des événements plus douloureux, où l'être humain se met à se poser des questions sur sa vie, dans le moment, et donc va aller chercher de l'aide. Ou par exemple, quand il voit qu'il ne se sort pas tout seul de cette situation. La prévention, elle existe plus dans les cours de groupe. Où là, alors, par exemple, la sophrologie, j'ai accompagné, c'était assez fou, il y a quelques années, un groupe durant 4 ans. Parce que la formation, je ne l'ai pas dite, c'est 2 ans, enfin c'est 4 ans en tout, pas à temps plein, bien sûr, où nous, les sophrologues, on va pratiquer tous les exercices sur nous pour comprendre qu'est-ce qui se passe quand on fait tel exercice, même si, je le redis, chacun va vivre l'exercice à sa manière. Mais donc, l'aspect préventif, il est surtout dans les cours de groupe.
où les gens vont venir et puis on va vraiment travailler sur différents thèmes. Et là, j'ai eu l'occasion d'accompagner, justement, je disais, durant 4 ans, un groupe où on a refait toutes les relaxations dynamiques des 4 années de formation. C'était assez incroyable. Et là, le groupe, finalement, donnait son rythme. Il me disait, on vient pour 10 séances, Nadine, on fait ces 10, on avait des thèmes et tout, et on te rappelle quand on est prêt. Prête, en l'occurrence, c'est un groupe de femmes. Et ça s'est fait comme ça. Là, on était dans quelque chose quand même de préventif, mais c'est vrai qu'en consultation individuelle, on est plutôt dans répondre à un besoin spécifique. Oui. Quand tu dis les relaxations dynamiques, oui. Comment ça se traduit? Alors, la relaxation dynamique, eh bien, effectivement, elle a les 2 termes. À la fois, on va commencer à faire de la relaxation musculaire. On va par exemple relâcher tous les muscles du corps, du sommet de la tête jusqu'aux pieds. Et dans un deuxième temps, on va travailler avec des exercices d'activation du corps pour augmenter l'énergie du corps. Donc, ça peut être par exemple, tu vois, une inspiration, on ramène le bras, on fait une rotation d'épaule et ensuite, geste karaté pour... En fait, le but, c'est de mettre en mouvement le corps pour activer l'énergie du corps. Relaxation dans un sens dynamique. L'autre chose aussi, si on prend la relaxation dynamique 1, qui est la première, on va toucher le corps, tu vois, prendre conscience de la présence du corps, des limites du corps sous nos mains, pour intégrer justement les limites du corps dans la conscience. Et donc, dans le sport, puisque toi, c'est ton domaine, ça peut être intéressant aussi parce que tu vas avoir, enfin, c'est toi le spécialiste, tu me diras, peut-être des clients qui vont aller bien au-delà de ce qu'ils peuvent, ils ne ressentent pas leur corps ou qui vont se taper à des objets parce qu'ils n'ont pas intégré les limites du corps. On le voit parfois avec les adolescents, les adolescentes qui grandissent vite, ils ont tout d'un coup des grands bras, des grandes jambes, et puis c'est comme s'ils n'avaient pas intégré le corps dans la conscience, et puis on les voit, ils peuvent se taper en passant, tu vois. Et donc la relaxation dynamique 1, en l'occurrence, c'est à la fois de la relaxation musculaire, à la fois de la présence du corps dans la conscience par des exercices, des mouvements qui vont activer le corps, activer l'énergie. D'ailleurs, après une relaxation dynamique, on a de l'énergie, vraiment. Et donc, voilà ce que j'ai répondu à ta question. Oui, c'est là qu'on voit que le mouvement, finalement, c'est là que le corps il fonctionne bien. C'est là qu'on peut faire un lien aussi avec ce qu'on propose. Et plusieurs outils aussi que tu nous as transmis. Du coup, je récapitule un petit peu. Il y a tout ce qui est visualisation, ce que je comprends. Voilà, peu importe comment on l'utilise, mais visualisation. Tu dis respiration, c'est important. Très je pense qu'il y a différentes techniques finalement de respiration aussi. Beaucoup d'exercices. On sait aussi que c'est très bénéfique finalement de respirer avec le nez, la respiration nasale. Je ne sais pas si tu veux développer un peu sur ce sujet ou pas forcément. Mais... Alors, oui, je n'ai pas parlé. C'est vrai que les clients me disent « mais je dois respirer par la bouche ou par le nez ?» Alors, c'est préférable par le nez. Pourquoi? Parce que dans le nez, on a des petits poils qui vont nettoyer l'air. Ils vont avoir une fonction de filtrer l'air, tous les déchets qu'il peut y avoir dans l'air, les virus également. Et dans le nez, on a une muqueuse. C'est un tissu qui est comme dans la bouche, en fait, qui est très vascularisé, où là, on a des mécanismes de défense qui sont très présents. Ça veut dire que l'air qu'on va inspirer va être non seulement nettoyé, mais aussi il y aura des virus qui seront attaqués, etc., pour prévenir tous les troubles ORL. Donc, l'air qui passe par le nez, il est non seulement nettoyé, mais il est aussi réchauffé et humidifié. On voit des fois... on peut sentir l'air qui est très sec dans une pièce et on voit tout de suite qu'on peut avoir la gorge sèche. Mais vraiment, la fonction nasale est multiple dans le système respiratoire. Alors en général, en sophrologie, moi je conseille d'inspirer par le nez. Parfois, on fait des rétentions, puis ensuite on expire par la bouche. On peut alterner les narines aussi. Il y a plein de techniques. Mais je te remercie de ta question, effectivement. C'est intéressant parce que moi aussi, quand on fait de l'exercice, on a souvent des fois les questions sur la respiration. Donc après, suivant le contexte, en fonction de la contraction musculaire qui va être impliquée, des fois c'est plus ou moins évident. Moi je dis souvent, le but c'est de ne pas couper la respiration déjà. C'est vrai. Et après, sur certains efforts, des fois ça peut être utile de couper la respiration. Mais voilà, c'est quand on rentre dans une haute intensité, ça ne correspond peut-être
peut-être pas forcément à tout le temps à ce qu'on propose ici, quoi, mais le Oui. but c'est que ce soit adapté en fait aux personnes. Voilà, Donc, ça sert à rien de faire des hautes intensités si c'est pas, c'est comme tu dis, il faut adapter Oui, à chacun, chacune. oui, C'est oui, là que je pense que c'est important. Et oui. un exercice pourrait être traduit un peu différemment d'une personne à l'autre. Mais C'est ce que tu disais, exactement, quoi. exactement. Moi, je dis toujours, soyez en lien avec votre pulsation Mhm. intérieure. Tu Mhm. vois, typique une rotation des épaules, tu as des Mhm. gens qui vont inspirer, ils vont y aller très, 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 franchement, Mhm. très rapidement, et d'autres, ils auront des raideurs, et voilà. Et selon les tempéraments aussi. Mhm. Et voilà. Mhm. Et, Puis c'est aussi un outil pour oui, compléter la liste que j'avais commencé avant. C'est aussi un outil de développer la conscience corporelle oui, finalement. oui, Et oui, c'est oui, toujours bien d'avoir plus oui, conscience de tout son corps, oui, d'être plus ancré, on va dire, exactement, que ce soit en exactement. termes de corps et esprit finalement, Exact, qui est lié, exact. les deux sont Oui, liés. les deux sont Et liés. ça me Oui, permet de rebondir sur la partie peut-être mouvement, où oui, on a parlé aussi que tu oui. étais danse thérapeute, ça s'appelle comme Oui, c'est ça? Ouais. ça, danse Donc, thérapeute, oui. est-ce que tu arrives à nous en dire plus à quoi, moi qui ne connais pas du tout, qu'est-ce que c'est Avec et plaisir, voilà, qu'est-ce que oui, ça peut oui. apporter aux gens? Ouais. Alors, la danse de l'être, en fait, donc moi je suis danse thérapeute, Mhm. mais je suis donc danseuse de l'être. J'ai fait cette formation de 450 heures sur 2 ans et demi. Mhm. La danse de l'être, elle a été créée par Fabienne Courmont, qui est une danseuse chorégraphe internationale. Elle est donc danse thérapeute. Elle a parcouru le monde et a été initiée à différents courants, dont, si tu veux, il y a le tai chi, il y a le Mhm. théâtre no, il y a le buto, il y a les danses sacrées indiennes, les danses derviches, voilà. Mais elle a été particulièrement inspirée par Isadora Duncan, qui est une danseuse libre, qui était une danseuse libre, qui est décédée vers 1912, si je me souviens bien. Et cette danseuse Isadora Duncan, elle trouvait la source du mouvement dans la nature et elle était aussi inspirée par l'art antique grec. Un exemple, Isadora était très inspirée par le mouvement d'ondulation. L'ondulation, tu la retrouves, tu vois, Thomas, dans les vagues, par exemple, qui s'échouent sur le bord, tu la retrouves dans les feuilles qui bougent avec le vent. Finalement, l'ondulation, c'est dans la danse, hein, c'est vraiment une technique qui permet de ramener de la vie dans le corps. L'ondulation, c'est la vie, voilà. Et donc, la danse de l'être, ce n'est pas une danse chorégraphiée. C'est pas du tout, tu vois, une danse technique où on va devoir. D'ailleurs, moi, je suis pas danseuse. Hein, je suis infirmière à la base, je suis pas une danseuse. Et donc, la danse de l'être, elle est intéressante parce que les gens vont créer leur propre danse, ils vont créer leur propre signature. Ça veut dire que ils vont danser à leur manière. Et en fait, la danse de l'être, c'est un voyage en soi où on va danser la vie qui est en nous-mêmes. Voilà. Qu'est-ce qu'on va rencontrer? On va rencontrer des émotions, on va rencontrer des images. Quand on ferme les yeux ou quand on danse les yeux ouverts, on a des images, on a des émotions. Et on va se mettre à danser ces images, on va se mettre à danser ces émotions. Mais la danse de l'être, c'est une danse état. C'est une danse qui va permettre au corps d'être le guide. Le corps, c'est le guide, il va pouvoir danser, si tu veux, sans entrave, au-delà des codes de la société, au-delà de l'éducation, par exemple. Et ce corps, en fait, si tu veux, ces ressentis corporels, les muscles, les ressentis au niveau des muscles, les ressentis au niveau des articulations, vont créer les danses. Et quand on danse, hein, eh bien, on est vraiment dans le moment présent. On est vraiment dans l'être. Et effectivement, pourquoi le mot être? Parce que c'est vraiment pouvoir danser l'essence de qui nous sommes, finalement, comme je l'ai dit, au-delà des codes de la société et au-delà de l'éducation. La danse de l'être, pour faire court, c'est une émergence créatrice. Ça veut dire que c'est un aller-retour entre, si tu veux, ce qu'on vit à l'intérieur, l'impression, et la création. Qu'est-ce qu'on va créer comme mouvement dans un espace? Et c'est cet aller-retour qui va créer la transformation de l'être et la guérison. La danse de l'être, elle est à la fois, si tu veux, spontanée, mais moi, en tant
en tant que thérapeute, j'utilise des trames. Et donc, ce sont des trames qui sont quand même très précises et qui vont être bien spécifiques des thèmes. Par exemple, on va pouvoir danser les éléments. Si on danse l'eau, on aura une trame qui sera spécifique de l'eau. Je vais te donner un exemple tout à l'heure. Et la danse de l'être aussi, elle est conduite par 7 principes. Alors, je vais en citer un en exemple. C'est le principe dit tout part du centre, le principe du hara. Je sais Tout pas, part du centre. Okay. Le hara, en fait, il a été très décrit par Monsieur Durkheim. C'est finalement notre centre de gravité, c'est notre réservoir d'énergie vitale, c'est là que se concentrent les forces de vie. Peut-être que tu as déjà vu dans les arts martiaux, on dit que tout part du hara. Le hara, il est situé 5 cm sous le nombril, et vraiment quand on danse de l'être, quand on se centre dans le hara, on revient beaucoup plus vite à une qualité de présence. On peut imaginer respirer à travers le hara pour recentrer, pour augmenter l'énergie du corps. Donc, le principe de la danse, c'est que tous nos mouvements vont partir du centre, partir du hara. On peut travailler en mouvement d'ondulation, comme l'eau ondule par exemple. Et donc, on va guider, si tu veux, je vais guider les participantes à travers ces 7 principes, à travers ces trames aussi. L'objectif, c'est vraiment de permettre à chacun, chacune de trouver des nouveaux chemins dans le corps. Je t'explique, je donne un exemple. On peut avoir des clients qui viennent avec, par exemple, une épaule ou, je sais pas, le bassin qui est très raide. Hein, si on prend le bassin, qui est très figé, voilà. Ou on peut observer que la personne, elle bouge très peu le bassin. Le bassin est peu mobile. Donc là, je peux me dire, eh bien, on pourrait danser l'eau. Alors, je travaille à la fois avec des symboles, avec bien sûr les images de l'eau, mais aussi des musiques. Donc, dans un premier temps, ça peut être d'écouter un bruit d'eau dans l'immobilité. Simplement, tu vois, un bruit de rivière, se laisser traverser par la rivière, ressentir la présence de l'eau à l'intérieur de soi. Et puis après, j'augmente en intensité. Je vais peut-être mettre, tu vois, des vagues. Et là, on va commencer à faire, par exemple, parce il y a toute une démarche, il y a tout un processus pour arriver à cette fameuse émergence créatrice et guérisseuse. On va demander à la personne de faire des 8 avec le bassin. Et juste d'écouter ces mouvements de vagues et de se laisser traverser par l'eau et gentiment ramener de la vie. En fait, l'eau, elle lève les barrages. La danse de l'être, le grand principe, c'est de ramener de la vie dans les parties du corps qui sont figées. En fait, l'eau, elle va, tu vois, elle va faire un peu sauter les barrages, elle va aller partout, on dit que l'eau s'infiltre partout. Et c'est vrai que de danser l'eau, on ramène beaucoup de mobilité, beaucoup de souplesse dans les articulations. L'eau, ça peut aussi amener un travail émotionnel. On a parfois dans les danses des émotions. Voilà. C'est le corps qui, tout à coup, en se remettant en mouvement, va libérer ce qui est cristallisé et va, voilà, tout à coup, permettre à une émotion de s'exprimer. Alors là, c'est très important, cette partie-là, parce qu'on met quand même de la thérapie, c'est de danser avec cette émotion, déjà de l'accueillir. Elle fait partie de nous, de ne pas la juger, d'en prendre conscience. Elle est là, elle est dans cette partie du corps, et on va danser avec l'émotion. Donc moi, quand j'observe dans mes groupes qu'il y a, tu vois, une émotion, quelqu'un qui vit un moment de détresse, je vais danser avec la personne pour l'accompagner dans ce chemin de retour à la vie, à sa vie intérieure, plus joyeuse. Les gens qui viennent, ils viennent principalement pour soigner quelque chose qui ne va pas, ce que j'ai compris vu que c'est de la thérapie. Est-ce qu'ils viennent aussi un peu sous une forme de développement personnel finalement pour s'ouvrir à d'autres choses? Est-ce que ça ressemble finalement, si j'ai plein de questions du coup, est-ce que ça ressemble aussi par exemple à une sorte de danse contemporaine mais conscientisée sur des thématiques? Oui, c'est une bonne question. En fait, j'ai envie de te répondre les trois. Les trois. Parce que bon. C'est vrai que j'ai cerné un peu. Mais oui, non, mais c'est tout à fait bien. Parce que ça va m'amener aussi à compléter. Merci Thomas. Donc effectivement, on peut être dans un aspect thérapeutique. Par exemple, c'est vrai que dans différents contextes, le bassin peut être bloqué.
tu vois, surtout chez la femme, chez l'homme aussi, hein, d'ailleurs. Mais voilà, donc on a le contexte thérapeutique, on a le contexte, j'ai envie de dire, développement personnel, comme tu l'as cité, où là, ben, les gens viennent, par exemple, à la retraite. Ben voilà, tout à coup, les femmes, elles disent, ben voilà, moi, je vais venir danser parce que je vis voilà, un peu une crise de vie. La retraite, ça peut être une crise de vie. Et donc, elles vont venir danser avec une intention qui leur est propre. Ça peut être des mères de famille voilà, qui sont dans un contexte d'épuisement, de burn-out parental. Là, on est un peu sur les deux, en prévention du burn-out parental ou en thérapeutique. Ça peut être des gens qui tout simplement aiment danser. Parce que la danse, elle est universelle et puis c'est un instinct qu'on a en nous. Et j'ai envie de dire, si vous avez envie de danser, de vous amuser aussi, parce qu'on rigole beaucoup, hein, c'est aussi quelque chose d'important à dire, au-delà voilà, du chemin de transformation. Après, de détente et voilà, de légèreté, j'ai envie de dire. Complet. Et c'est vrai qu'il y a dans les groupes, à la fin, il y a beaucoup de joie, beaucoup de sororité, en fait, qui est présente, parce que, voilà, la danse, elle crée non seulement du lien à soi, elle nous remet en lien avec nous-mêmes, mais elle nous remet en lien avec les autres. Et au départ, tu peux avoir des gens qui ont de la crainte, qui me disent « Mais Nadine, je ne sais pas danser. » Mais j'ai dit « Mais tu sais, mais moi aussi, je ne sais pas danser en soi. Je n'ai pas de formation technique en danse, mais simplement, si tu as envie, je vais t'accompagner dans ce lien vers toi-même. » Et c'est une rencontre avec soi, la danse. Et c'est ramener de la vie en soi. Et j'ai envie de dire, la danse, elle est universelle. La danse de l'être, elle est ouverte à toutes et à tous et à toutes, voilà, toutes les identités de genre, bien sûr. En tout cas, c'est vrai que ça nous fait vite détacher entre guillemets du ridicule, parce qu'on pourrait dire, c'est aussi une de mes questions, comment finalement se détacher de ce regard finalement des autres et de peut-être ce ridicule quand on exprimera quelque chose, ou ridicule relatif, hein, ça dépend de la perception de chacun. Mais par exemple, dans notre expérience, la plupart de mes collègues, je pense qu'ils sont aussi passés par là, mais dans le cursus de l'université dans les sciences du sport, on a une partie de danse, donc une partie c'était danse plutôt urbaine, hip-hop, et puis une partie danse contemporaine. C'est pour ça qu'on a dû faire un semestre de danse contemporaine. Et moi, je me souviens, première année d'université, je connaissais personne qui allait à l'université. Puis, assez vite, on avait le cours de danse contemporaine. Et du coup, là, il faut vite plus trop te poser de questions. Surtout quand tu n'es pas danseur, c'est pas mon univers non plus. Ça me parle plus ou moins des fois. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'est une expérience quand même de le faire. Puis, à la fin, quand on avait fait chacun, on devait faire un solo de danse contemporaine. Carrément, je suis encore en vidéo, bravo, mais ce sera pas sur les. Peut-être en privé, mais ce sera pas sur les réseaux sociaux et tout. Et voilà, bref, ça fait une expérience de vie, je trouve. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et je pense que ça rejoint un peu ça. Donc, comment se détacher finalement de ce regard des autres et de ce ridicule peut-être qu'on peut ressentir. Merci ta question. Effectivement, pour moi, c'est important quand il y a un groupe qui se constitue de bien parler de l'éthique. Et quand on fait de la danse de l'être, on n'est pas dans le paraître. On est dans l'être. Déjà, ça, c'est une chose à bien rappeler. Et puis, une chose aussi, le non-jugement. C'est important de redire et de redire et de redire que chacun est un chemin, que peut-être ce que l'autre peut exprimer peut nous paraître parfois facile, mais dans le fond, c'est sa difficulté à lui, c'est ce qu'il traverse dans l'instant. Et peut-être nous, on en a d'autres, etc. Donc, c'est vrai que c'est facile de glisser vers le jugement, mais je rappelle toujours cette notion de non-jugement, de bienveillance, d'amour inconditionnel. Et il y a un aspect qui est intéressant dans la danse de l'être, parce que comme on est très dans notre intériorité, tu vois, enfin, moi je regarde ce qui se passe dans le groupe, bien sûr, mais le groupe est très dans l'intériorité au départ, en tout cas très dans la danse intérieure, eh bien, les gens vont moins regarder ce que les autres font. Mais j'insiste aussi sur l'expressivité. Ça veut dire, je n'ai pas encore parlé, mais la danse de l'être, on peut la danser debout. Si tu veux la danser assise, tu peux. Si tu veux la danser au sol, tu peux. Si tu veux la danser dans l'immobilité, dans un micro-mouvement intérieur. Je me souviens d'une cliente qui avait une fibromyalgie. Elle avait énormément de douleur dans son corps et elle me dit « Nadine, je viens au cours, j'hésite, j'ai mal. » Alors, quand elle est arrivée, et je lui dis « Écoute, tu te mets dans une position qui est la plus confortable pour toi et tu vas danser dans l'immobilité. Tu vas simplement faire le processus intérieur. Et si tu peux, dans un micro-mouvement, ça peut être de bouger, tu vois, un doigt, une main. » Et à la fin du cours, elle dansait.
avec nous. J'étais stupéfaite de ça, mais ça montre que, donc ça c'est une petite parenthèse, mais pour revenir sur cette gêne, on peut avoir des expressivités très fortes, hein, parfois, qui peuvent un peu surprendre le groupe, mais j'insiste toujours sur on doit être content pour la personne qui s'exprime, ça veut dire qu'elle va vers son être. C'est toujours ce que je dis, soyez content pour l'autre qui se laisse aller et qui se laisse exister. Parce que la danse, elle augmente la puissance d'exister. Parce qu'elle nous connecte à notre joie intérieure. Voilà. Ça résonne bien sur ces valeurs de non-jugement finalement, de pas de pression, de venir comme on est. C'est vraiment des valeurs qu'on souhaite transmettre et un climat qu'on souhaite, qu'il y ait un climat de confiance finalement qu'on essaie d'installer ici à Aup-Santé. Parce que c'est important que même si on a des douleurs, des pathologies plus ou moins importantes, qu'on puisse quand même venir se mettre en mouvement parce que c'est souvent le moment où des fois il faudrait redoubler d'efforts même. Et puis même si quand tout va bien, ça aussi, puis pas avoir ces comparaisons finalement qui est très néfaste finalement pour les personnes, je trouve. Donc voilà, ça rejoint un peu aussi à cette philosophie-là finalement, même si c'est un contexte différent. Exactement. Ton travail, voilà, effectivement, Mmh. ton travail, toi tu es un professionnel où tu vas pouvoir effectivement choisir des exercices pour renforcer, pour permettre à la personne d'aller plus loin dans sa mobilité. Et ça, c'est fantastique. Et l'aspect préventif est fondamental dans notre société parce qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de travail. Et c'est vrai que je trouve ton projet vraiment intéressant dans le sens de la prévention. Et c'est vrai que quand on le lit, on l'entend dans les podcasts que tu as fait aussi avec d'autres, l'importance de bouger, c'est un investissement pour l'avenir. Voilà. On n'a qu'un corps. Ouais, c'est ça. Puis après, c'est pour ça que je m'ouvre aussi sur certains épisodes où on a le côté plus mental, j'ai envie de dire, l'aspect global, émotionnel aussi, psychologique, peu importe le terme, j'ai envie de dire, mais c'est là que c'est important de connecter les deux parce que quand l'un des deux ne va pas, en général, c'est dur d'avancer. Donc effectivement, c'est très intéressant. Puis qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu des bénéfices, que ce soit de la danse-thérapie, de la sophrologie, un peu des bénéfices comme ça. Voilà. Pas besoin de faire une liste. Non, alors spontanément comme ça, la danse, elle ramène de la joie, elle ramène de la vie en soi, elle nous fait vibrer. C'est vrai que ça, c'est quand même important. Elle fait baisser le taux de cortisol, puisqu'on a beaucoup de gens stressés qui augmentent leur cortisol. La danse, elle est super intéressante aussi. J'en ai un peu cité dans les processus douloureux, mais aussi les troubles de l'humeur. Après, je reste à ma place. Il y a des thérapies psycho-analytiques, il y a beaucoup d'approches en santé mentale. Ça peut être des compléments. Oui, voilà, ça peut être des compléments, effectivement. Un autre angle, des fois, ça peut débloquer des situations. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parallèles. C'est vrai. Oui. Et donc, elle augmente bien sûr la fonction cardiaque, la fonction respiratoire. Elle libère donc justement ces fameuses endorphines et dopamine. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Oui, alors elle favorise effectivement la mobilité, la coordination, l'expressivité. Et vraiment, c'est aussi une approche pour rompre la solitude. Il y a beaucoup. Moi, j'ai aussi travaillé à un domicile et puis j'ai vu beaucoup de solitude. À tous les âges, à tous les âges. J'ai aussi vu au cabinet. Jeune, moins jeune, voilà. Donc la danse, elle rassemble, elle est universelle, c'est un élixir de vie. Et la sophro, aussi, évidemment. La sophro, c'est un outil qui peut s'utiliser dans pas mal de contextes. Voilà, exactement. Tu as cité pas mal d'exemples au début, mais c'est vrai que c'est souvent des petits outils pratiques qui peuvent être implémentés à des moments aussi qui ne prennent pas forcément beaucoup de temps et qui permettent de mieux affronter certaines situations, je pense aussi, ou se mettre en condition pour peut-être certains événements. Alors un exemple qui me vient aussi, j'en ai pas, tu parles de se mettre en condition pour des événements. J'ai préparé beaucoup d'examens, que ce soit le bac, le permis de conduire, les CFC, les examens d'UNI, les brevets. Il y a ça, ou bien alors le monde aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas nommé, mais le monde... tout ce qui est lié à la grossesse, à la difficulté à avoir des enfants aussi, la perte d'enfants. Là aussi, on peut accompagner. J'ai un peu dit dans le deuil, mais voilà, en fait, il y a plein d'outils. Maintenant, voilà, selon les situations, comme je l'ai dit,
Écoute, on arrive déjà bientôt à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as un dernier message que tu aimerais transmettre aux personnes qui nous écoutent ou quelque chose que tu aimerais compléter, que tu n'as pas encore dit? Alors, dernier message, n'oubliez pas, le corps sait, le cœur danse, l'être s'éveille. Alors, venez vous relaxer, entrez dans la danse, vous risquez rien, juste d'être bien. Voilà. Magnifique, merci beaucoup pour ce dernier message et pour tout l'épisode qu'on a partagé. C'était très intéressant. Où est-ce que les personnes peuvent te retrouver s'ils veulent te suivre, je sais pas, sur les réseaux sociaux, sur un site internet? Oui, alors j'ai mon site internet qui s'appelle www.alarencontredesoi.ch avec des tirets à arc-en-ciel. Si vous tapez mon nom, Nadine Krebs-Pontioni, vous me trouverez. Et là, il y a tous les cours prévus. Il y aura des cours de danse les mardis, les jeudis, les samedis, des cours de sophrologie les jeudis aussi. Selon la météo, on le fait aussi en forêt. Voilà, donc en extérieur ou en intérieur à arc-en-ciel. Et puis sur les réseaux sociaux, on peut te suivre quelque part ou c'est pas trop... Alors oui, j'ai oublié. Facebook, LinkedIn, Instagram, voilà, je suis sur les réseaux, voilà. Et puis oui, puis alors je donne aussi les cours, bien sûr, liés à la santé chez l'enfant pour les associations. Voilà. On mettra tous ces liens aussi dans la description. Merci. Et puis, il ne me reste plus qu'à encore une fois te remercier. Merci à toi, Thomas. Merci. Et puis, grand merci pour les personnes. Merci beaucoup. Et merci aussi aux personnes qui nous ont écoutés. Oui, merci à vous. Pensez à aller partager cet épisode aussi, mettre toujours des petits j'aime, des likes, comme on dit, pour les réseaux sociaux. Ça donne toujours de la force pour continuer à créer du contenu. Et puis, voilà, après. Merci encore une fois. Et puis, à bientôt pour un prochain épisode. Merci à toi, Thomas. Merci.